Salut à toi, pensée du jour numéro 145. Aujourd'hui, je profite de répondre à une petite story que Rémi a postée hier. Je la mettrai juste ici, si j'y arrive. Rémi, d'ailleurs, si tu l'as pas écouté encore, on a fait un petit podcast ensemble. Donc, je t'invite à aller écouter cet épisode. Tu peux chercher Rémi, R-E-M-I, Rivet, R-I-V-E-T, sur ma chaîne YouTube et tu trouveras le podcast en question ou alors à écouter à ta guise sur Spotify, Apple Podcast ou autre également. Donc, la petite question, quelqu'un lui a demandé comment trouver, est-ce qu'on peut trouver les facteurs limitants à la performance sans Moxie ou sans autre outil de mesure. Rémi a répondu très justement à mon avis avec l'idée de la courbe de puissance et ce qui nous donne déjà une très très bonne indication des points forts et des points faibles de la personne de manière générale. Et il m'a demandé ce que j'en pensais, donc je vais en profiter pour répondre ici en format vidéo. Alors, peut-être une réponse qui est contre-intuitive ou qui semblerait trop simple à la base, mais c'est une de mes conclusions, en tout cas, de par tous les tests que j'effectue ou que eu la chance d'effectuer jusqu'à maintenant. Je pense que si tu regardes la distribution d'entraînement de quelqu'un, l'équilibre de la programmation de manière générale, ça va te donner beaucoup, beaucoup de pistes de réflexion et sans nécessairement avoir de données physiologiques sur lesquelles t'appuyer, même si bien sûr c'est bien d'en avoir, surtout pour ce qui est de la quantification des progrès, et ça j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Mais à mon avis, simplement avoir en tête tous les éléments possibles à inclure dans une programmation bien équilibrée. Donc si on part du plus haut, entre guillemets, au plus bas, au plus haut, on va avoir du travail de renforcement. Lourd, on va avoir du travail de développement de puissance maximale. Donc tout ce qui est des sprints, donc effort en dessous de 10 secondes. On va avoir tout ce qui est de manière plus générale du travail type VO2 max avec des demandes cardio-respiratoires très élevées pour des périodes plus ou moins prolongées. On parle de 3 à 5 minutes de travail avec des intensités très élevées sur plusieurs blocs ou alors avec des intervalles type ce qui se fait en cyclisme notamment avec du 30-15, ce genre de séance qui va avoir justement qui va te forcer à passer du temps à ou près de ta VO2 max pendant un certain temps, de VO2 pic si on veut être un petit peu pointilleux sur les termes. Ensuite, si on parle monsieur et madame tout le monde, un petit peu de travail au milieu, donc zone 3, zone 4. Mais après, pour les athlètes un petit peu plus avancés, on va vouloir passer un petit peu moins de temps dans ces zones intermédiaires, simplement du fait que le travail dans cette zone intermédiaire, dans le domaine élevé, si on veut l'appeler comme ça, entre les deux seuils, il va avoir un coût nerveux qui est important avec des retours, des adaptations physiologiques qui vont être moindres, en tout cas pour les athlètes bien entraînés. Ensuite, il y a, si on continue à descendre, zone 2, donc l'endurance fondamentale. Est-ce que ton athlète en fait assez? Est-ce que ton athlète le fait à la bonne intensité? Ça, c'est toujours la question parce que souvent, zone 2 tourne en zone 3. Donc, il faut s'assurer que le calibrage de ces séances soit fait correctement. Ça peut se faire avec des outils de mesure, ça peut se faire sans également. Simplement au ressenti, si tu finis ta séance et tu es en dessus d'un 5 RPE, à moins que tu aies fait 3 heures en zone 2, où là tu vas certainement monter un petit peu au-delà de ce seuil de 5. En général, il faut que tu termines avec un ressenti qui soit assez faible et privilégier la durée. En général, les gens, ils en font pas assez, ça c'est sûr, que ce soit monsieur et madame tout le monde, et pour eux, ce serait certainement simplement de la marche rapide, une ou deux fois par semaine minimum, pour même des athlètes en CrossFit, notamment, que je teste assez souvent ces derniers temps, et tu vois simplement qu'ils passent pas beaucoup de temps à faire du fond. Et ça veut pas dire qu'il faut en faire des tonnes toute l'année, ça veut pas dire qu'il faut y aller en mode cyclisme et faire que du fond pendant l'intersaison et rien faire d'autre. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver là aussi. Mais c'est clair que si tu es un athlète qui s'entraîne plus de 4 fois par semaine, voire 5 fois par semaine, avec de l'intensité et qui a jamais de volume à basse intensité en dessous de ce premier seuil, volume qui va être extrêmement bénéfique au niveau du développement cardiovasculaire et au niveau métabolique également, qui va avoir un coût nerveux et un coût de manière générale, un impact sur l'entraînement qui va être très très faible, voire même des répercussions positives sur la capacité de récupérer, la qualité du sommeil, la capacité à tolérer du volume d'entraînement pendant la semaine à haute intensité. Ça, je l'ai vu avec plusieurs personnes déjà, même avec, par exemple, en passant de 0 à 2 heures de zone 2 par semaine pour un athlète en CrossFit qui s'entraînerait
4 à 6 fois dans la semaine, une grosse différence sur sa capacité à récupérer et sur tous les autres paramètres que j'ai mentionnés avant. Donc, s'assurer que la personne fasse assez de ce genre de travail. Après, ben, il y a tout ce qui est du travail de récupération, que ce soit du yoga, que ce soit du stretching, que ce soit de la méditation, que ce soit du massage. Pour des gens qui s'entraînent beaucoup, ça, c'est des paramètres importants à inclure. Et à partir de là, on pourrait parler de l'entraînement respiratoire, mais je vais pas m'étendre là-dessus sur cette petite vidéo. L'idée, c'était de donner le contexte général. Je pense que déjà, si tu passes en revue le programme de la personne en question, ton athlète, ton ou ta cliente, ou de la personne qui te pose cette question, déjà ça te donnera des pistes de réflexion. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Et en général, faire un petit peu de ce qu'on ne fait pas et avoir une programmation qui est peut-être un petit peu mieux équilibrée, ça amène déjà beaucoup de réponses et ça permet de tendre vers des améliorations plus ou moins importantes selon le profil de la personne. Mais voilà, de manière générale, ce que j'ai remarqué avec tous les tests de profilage que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que souvent, ce qui ressort du test, c'est que ça met en valeur les choses, ou ça met en évidence les choses qui n'ont pas été faites ou qui ont été négligées, en étant conscient ou pas. Il y a des gens qui font pas des choses parce qu'ils aiment pas le faire. Notamment, et je caricature, mais le crossfitter ne veut pas faire de zone 2 parce que c'est chiant, parce que ça fait pas mal. Encore une fois, je caricature et je rigole un petit peu, mais la plupart du temps, c'est assez vrai. Et donc simplement de bien analyser la distribution d'entraînement de manière générale et essayer de combler les brèches, ça va amener beaucoup de personnes. Voilà, ça c'était le petit compte rendu du jour. Merci Rémi de m'avoir tagué dans ta story. J'espère que j'ai pu répondre avec un petit peu de pertinence à ta requête. Dis-moi ce que t'en penses, toi qui nous regarde, toi qui me regarde dans les commentaires. Est-ce que tu penses que c'est possible de trouver des facteurs limitants sans utiliser d'outils technologiques comme le Moxie ou d'autres? J'attends ta réponse. En attendant, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo et la prochaine pensée du jour. Ciao.